Bonjour, Bonjour. Bonjour. je suis Olivier Marpeau, je suis chirurgien gynécologue, je travaille à Aix-en-Provence et je suis aussi connu sur les réseaux parce que j'ai un compte qui s'appelle Mon Gynéco où je donne des conseils sur la santé des femmes. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et d'animer ce podcast, un podcast qui s'appelle Vous d'abord et qui a été pensé et créé par les pharmaciens Aprium. Aprium, c'est un groupement de pharmacies qui regroupe plus de 500 pharmacies en France. Aujourd'hui, nous allons parler de ménopause. La ménopause, c'est quoi? C'est une période de la vie de la femme, une période longue, parce que ça va durer au moins 40 ans, comme la période Et là, où je vous avez sors vos tellement règles. ça me fait peur. Exactement. Et cette période, elle concerne en France près de 14 millions de femmes. On doit en parler, on doit s'y intéresser. Et chaque année, c'est 500 000 femmes qui rentrent Dans en cette ménopause ou période. qui sont en périménopause et qui ont besoin d'avoir des informations et des réponses à leurs questions. Pour parler de ce sujet, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec Elsa Wolinski, qui est Mhm. animatrice, Ouais. journaliste, Ouais. écrivaine et qui a un podcast autour du sujet de la ménopause, un podcast sans tabou qui s'appelle Allez, j'ose. J'ose. Ouais. Merci Elsa d'être avec nous Ben, merci. aujourd'hui. Et Perle Mor-Youssef, qui est pharmacienne à Prium, à Neuilly. Bonjour Perle. Bonjour Olivier. Et toi, tu vas nous parler plus de ce qui se passe dans ton officine. Quelles sont les questions que te posent les patientes et quelles solutions tu peux leur apporter. Ouais, en Très première important, ligne. les pharmaciennes. Ouais. Moi, j'adore ma pharmacienne. Très important. Alors, merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui pour ce podcast. Alors, la ménopause, qu'est-ce que c'est? On va parler un petit peu de médecine pour commencer, une intro un petit peu médicale. La ménopause, c'est quand les ovaires s'arrêtent de bosser, s'arrêtent d'ovuler, s'arrêtent de fabriquer des hormones. Et à partir du moment où il n'y a plus d'hormones et notamment plus d'oestrogènes, il peut y avoir des symptômes un petit peu difficiles qui s'installent et des vrais risques pour la santé. Alors, quand est-ce qu'on sait qu'une femme est ménopausée? La définition, elle est toute simple, c'est 1 an sans règles. Il n'y a pas besoin de faire de prise de sang, de bilan biologique. On sait qu'une femme est ménopausée si elle n'a pas eu de règles pendant au moins 1 an. L'âge moyen de survenue de la ménopause en France, c'est 51, 52 ans. Mais on considère que c'est normal d'être ménopausée entre 45 et 55 ans. Il y a des femmes qui sont ménopausées un petit peu plus tôt et d'autres qui sont ménopausées un petit peu plus tard. Ce n'est pas un problème. Ménopausée, tu veux dire? Je peux me permettre de poser déjà des Bien questions? sûr, Ménopausée, c'est à partir de 50-51 ou c'est la préménopause? la ménopause, elle peut survenir à n'importe quel âge, entre D'accord. 45 et 55 ans. Ok. Mais pour dire qu'une femme est Et vraiment? ménopausée, que ça y est, la ménopause est installée, il faut 1 an sans règles. D'accord. Ça peut arriver à 45, ça peut arriver à 50, ça peut arriver à Oui, c'est ça. 55. Finalement, ça peut arriver Exactement. assez jeune. Et il Ok. est impossible, et ça c'est aussi une difficulté pour les femmes, il est impossible de prédire l'âge auquel la ménopause va arriver. Souvent en consultation, on pose la question, est-ce qu'on peut faire un bilan pour savoir quand est-ce que je vais être ménopausée? C'est complètement impossible de prévoir. La prise de sang, elle va dire, je ne suis pas ménopausée ou je suis ménopausée. Mais elle ne va pas permettre de prévoir l'âge auquel la ménopause va s'installer. Et ça, c'est une difficulté aussi pour les patientes. On dit souvent que ça peut avoir un rapport avec la maman. Moi, ma mère, par exemple, elle a été ménopausée très jeune mais moi, un C'est peu la moins, seule mais piste. c'est la En seule fait, piste c'est quand la même. seule piste. Mmh. C'est-à-dire que quand une femme me pose la question, est-ce que vous avez une idée de l'âge auquel je vais être ménopausée? Je leur dis, demandez à votre maman. Ah oui, c'est ça. Sauf que le sujet de la ménopause, eh ben, les générations précédentes, on n'en parlait pas Non, beaucoup. bien sûr. Et c'est rare que vos mamans vous disent, ah ben, moi j'ai été ménopausée à 52 ans, ça s'est passé comme si, tu vas voir, pour toi ça va être pareil ma fille. Mmh. Et en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Et enfin, aujourd'hui, on en parle. Alors la ménopause, même si ce n'est pas une maladie, il se passe quand même beaucoup de choses. Quand on pense à la ménopause, on pense aux symptômes qui vont altérer la qualité de la vie. Les bouffées de chaleur en premier lieu, mais il n'y a pas que les bouffées de chaleur. S'il y avait que les bouffées de chaleur, ce serait bien simple. Il peut aussi y avoir des troubles du sommeil, de véritables troubles de l'humeur, avec parfois une vraie dépression qui va s'installer. Il y a aussi ce qu'on appelle les symptômes génito-urinaires de la ménopause, c'est-à-dire tout ce qui va être l'atrophie des muqueuses avec la sécheresse vaginale qui peut avoir des répercussions sur la qualité de la vie sexuelle. Et ça va être un problème. Cette atrophie des muqueuses, elle peut avoir un impact aussi sur la vessie. Ah oui, on Souvent, fait les pipi femmes beaucoup la ménopausées nuit. ont des envies fréquentes et urgentes de faire pipi. C'est aussi parce que le vagin est sec et la vessie, elle n'aime pas ça du tout. On parle aussi de plus en plus du brouillard cérébral. C'est ces difficultés de concentration, de mémorisation. On cherche ces mots. Ça a aussi un lien avec la ménopause. Bien sûr, les douleurs ostéo-articulaires. Donc ça, c'est tous les symptômes du quotidien. Mais il y a aussi des vrais risques pour la santé. Les vrais risques pour la santé, c'est le risque cardiovasculaire. Lorsqu'une femme n'est pas ménopausée, elle a moins de risques cardiovasculaires qu'un homme. Quand la ménopause s'installe, les femmes rejoignent le risque cardiovasculaire des hommes, voire même le dépassent. Et puis il y a le risque osseux aussi. On parle d'ostéoporose, de fragilité osseuse ou d'ostéopénie avec une déminéralisation progressive des os qui peut augmenter le risque de fracture. Donc ça, il y a vraiment ces risques pour la santé qu'il va falloir prendre en compte, qu'il va falloir traiter, qu'il va falloir prévenir. Et puis aussi tous les cancers gynécologiques parce que souvent les femmes ont un peu ce réflexe de ne plus consulter leur gynécologue ou leur sage-femme ou leur médecin traitant Mmh. quand elles sont ménopausées parce qu'elles se disent j'ai plus besoin de contraception, j'ai plus de règles, C'est vrai. je pense plus à faire d'enfants.
Donc, j'ai plus besoin de consulter, alors qu'en fait, il y a des vrais risques aussi à ce moment-là, et notamment les cancers gynécologiques, cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer des ovaires. C'est à ce moment-là que ces cancers arrivent, même Bon, si bah, je les vais vous laisser, cancers hein, chez en la même femme temps, jeune apparaissent. ça Donc, m'a pas c'est du tout sûr que quand on fait rassurée. toute cette liste, Ouais, c'est un toutes les 6, ça catalogue peut de être un petit peu réjouissances, déprimant, ouais. mais on va parler ensemble des solutions, parce qu'il y a des solutions, il faut se faire accompagner et aider pour que ça se passe bien, et ça peut bien se passer. Non, Elsa? Bah oui, enfin j'espère. Pour 20% des femmes. Pour 20% des femmes, ouais, ça se passe bien. Alors, C'est les femmes, injuste, en comment elles fait. vivent statistiquement cette période? Il y a quand même 85% des femmes qui disent qu'elles souffrent d'au moins un symptôme de la ménopause qui va avoir un impact sur leur vie quotidienne, et il y a 25% qui vraiment en souffrent au quotidien, que ce soit dans leur vie personnelle, dans leurs relations sociales, dans leur vie professionnelle, dans leur vie amoureuse. Donc, on doit s'en occuper, on doit mieux faire, parce que la ménopause, c'est 40 ans. C'est une période qui est très longue et qui dure aussi longtemps finalement. La ménopause, c'est 40 ans? Ouais. Ah ouais, alors là, je viens de me prendre une nouvelle porte dans la figure. Si on regarde la chronologie de la vie de la femme, une femme, elle va avoir ses règles vers 12 ans, en moyenne, hein, ça peut être 11, ça peut être 13, ça peut être 14, mais les premières règles, c'est 11-12 ans. Ça va s'arrêter à 52 ans, en moyenne, toujours, bien sûr. Ça fait 40 ans. Et derrière, l'espérance de vie, elle s'allonge. Mais oui. Donc on Donc, passe entre autant de temps. 52 et 90, 92, il y a aussi 40 ans. Donc, 40 ans avec ses règles, 40 ans sans ses règles, 40 ans ménopausée. Donc, Non, mais c'est OK. important qu'on s'y intéresse. Ça veut dire là, vous êtes en train de m'annoncer, tous les 2, que je vais passer 40 ans avec mes symptômes? Non, Avec mes 35 symptômes horribles? Non. Vous allez non, m'apporter des solutions. il y a des solutions. Heureusement. Et d'ailleurs, ça m'intéresse, Elsa, que tu nous dises un petit peu comment ça s'est passé, cette installation de la ménopause. À quel moment tu t'es dit, peut-être que je suis ménopausée, ou j'ai un problème, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, et quelles sont les réponses que tu as eues face à ces symptômes que enfin, tu te sentais pas comme avant, quoi. Ah non, alors ça, c'est sûr, je me sentais pas comme avant. Je ne me sens pas comme avant d'ailleurs. Parfois, je me dis: «Mais je veux être comme avant», mais bon, voilà, non, c'est pas possible, c'est trop tard. Alors moi, ça s'est passé un peu bizarrement puisque j'ai pas eu cette sensation de préménopause, qu'on appelle la préménopause, où on ressent petit à petit les choses arriver. Parce que j'avais à cette époque ma mère qui était très malade, qui avait un cancer et du coup, je l'accompagnais et du coup, je pense que j'ai été beaucoup sur ma mère et pas du tout sur ce que je ressentais moi. Donc en fait, c'est à son décès que tout d'un coup, je me suis rendu compte que je n'avais plus mes règles et à ce moment-là, j'ai commencé, mais vraiment quasiment du jour au lendemain, je me souviendrai toujours, j'étais devant ma porte et j'étais là: «Mais qu'est-ce que c'est mon code? Mais comment?» Et c'est pas comme d'habitude, genre on peut oublier de temps en temps, on est un peu fatigué. Non, là, j'avais un vrai brouillard cognitif et à ce moment-là, je ne savais même pas que ce mot existait. J'ai eu comme ça, des confusions, je trouvais plus mes mots, je mélangeais les mots. Ça a dû te faire peur? Ah bah, j'avais très peur, j'avais des cystites à répétition, j'avais des conjonctivites à répétition. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas possible». Je pleurais tout le temps. Alors évidemment, bon, ma mère venait de décéder, donc j'avais aussi des raisons, mais je voyais bien qu'il y avait autre chose et que c'était pas normal. Tu n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Ah bah non, mais pas du tout et puis je n'ai pas surtout pensé à aller voir ma gynéco. J'ai pensé à aller voir un médecin qui m'a dit: «Bah, vous êtes en dépression, je vais vous mettre sous antidépresseur» et moi j'ai dit: «Ah bah non, alors ça non, je veux pas d'antidépresseur, il est hors de question» et en fait, c'est en allant chez monsieur Mimoun, qui est mon ophtalmo, L'ophtalmo. l'ophtalmo de quartier, où ça faisait 3 fois que j'avais une conjonctivite. Je lui ai dit: «Mais écoutez, monsieur Mimoun, c'est pas possible». Il dit: «Il y a un autre Mmh. truc» et il m'a dit: «Mais vous seriez pas en ménopause?» Je lui dis: «Mais pourquoi vous dites ça? Mais enfin». Il me dit: «Mais parce que quand même, j'ai l'impression que vous avez un peu les mêmes symptômes que ma femme». Et là, je vous avoue, j'ai un peu honte de dire que je n'avais pas du tout, mais pas du tout, je ne m'étais pas du tout renseignée sur ce que c'était la ménopause ou la préménopause. J'en avais jamais parlé avec ma mère, j'en avais jamais parlé avec mes Il n'y a amis. aucune raison d'en avoir honte. Si, Parce parce que que quand c'est même, pas intuitivement, c'est compliqué. Tu vois, toi, tu parles de sécheresse oculaire. C'est vrai, quand on pense ménopause, on pense plutôt sécheresse vaginale. ben ouais, Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un véritable syndrome sec qui touche toutes les muqueuses mais c'est et ça. pas uniquement la muqueuse vaginale. C'est pas le plus fréquent, hein, mais c'est un mode d'entrée dans la ménopause, et c'est vrai que c'est compliqué pour un non-médecin et parfois même pour des médecins qui ne sont pas spécialisés, dans la santé de la femme, de faire le lien entre ces différents symptômes. À quel moment tu vas penser que tu as les yeux secs, tu as des difficultés de concentration, tu cherches tes mots, que ça peut avoir un lien avec un problème hormonal, avec Mais la jamais, ménopause qui s'installe et les ovaires qui s'arrêtent de mais oui, bosser? À aucun moment. aucun Et même les moment. médecins se font avoir parce qu'en termes de formation, cette longue période de la vie de la femme,
Ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'y intéresse. Moi, pendant mes études de médecine, il y avait un tout petit cours sur la C'est ça. ménopause. Et quand j'ai passé le concours de l'internat, à aucun moment je me suis dit que j'allais être interrogé sur la ménopause. C'était un peu l'impasse Mais des études médicales, hein. c'est quand même ça le problème. Il Mmh. y a vraiment une errance médicale. Moi, je l'ai vécu puisque j'ai vu plusieurs médecins et aucun ne trouvait ce que j'avais avant que je tombe quand même chez mon ophtalmo qui ensuite, grâce à lui, je suis allée chez ma gynéco et ma gynéco, m'a fait bon, elle a tout de suite compris que j'étais en ménopause et puis après j'ai passé des tests sanguins et ce qui a été pour moi vraiment alors ce qui n'est pas le cas pour toutes les femmes et c'est vrai que ce qui a été pour moi le plus difficile à admettre et à chaque fois j'ai un peu envie de pleurer quand je le raconte, c'est vrai que c'est de me dire, «Ça veut dire que je peux plus faire d'enfants? C'est fini quoi?» Alors le lien à la maternité Mmh. et au fait qu'il n'y ait plus de possibilité de faire d'enfant est difficile. Alors en vrai, médicalement, ça s'arrête un petit peu avant la ménopause, la Ouais, c'est possibilité ça, de ouais. de faire des enfants. Pendant la période de la périménopause, vers 45, 46, 47 ans, on sait que la fertilité, elle est, Elle est les moindre. grossesses existent, mais c'est Mmh. vraiment exceptionnel, les grossesses naturelles, je parle. Donc ça, en vrai, ça s'arrête un petit peu avant parce que l'ovaire, il va perdre sa capacité à ovuler avant de perdre sa capacité à fabriquer des hormones. Et c'est pour ça que les femmes qui ont toujours leurs règles, qui ont 44, 45 ans, à qui on dit en consultation: «Madame, c'est pas parce que vous avez encore vos règles que vous êtes encore fertile». C'est un petit peu difficile à entendre, Ah mais c'est bah vrai que ouais, c'est j'imagine. une réalité. Mais en tout cas, c'est vrai pour vous les femmes, le jour où vraiment vous sentez que cette possibilité de faire des enfants J disparaît, c'est le jour où les règles, s'arrêtent. Mais en vrai, médicalement, ça s'arrête un petit peu avant. C'est marrant que tu aies eu j'ai trouvé cette ça réf cette injuste. Mmh. réflexion alors que je pense à aucun moment tu as envisagé de faire d'autres enfants, mais Ben, si, si, non, pas du tout. Ça pouvait Non, être une mais idée quand moi même. non, mais moi, je suis une maman célibataire avec 2 grandes filles. Je me disais, pourquoi pas, recommencer sa vie, non, je me dis moi, j'adore les enfants, donc pas du tout. Alors qu'autour de moi, au contraire, les filles, qui sont en ménopause, elles disent: «C'est génial, on n'a plus nos règles, plus d'enfants». Pas du tout. Alors la Mais moi, perception de la j'ai ménopause, elle est très différente d'une ah femme à l'autre. ouais! Ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, dans mon cabinet, je vois mes patientes qui sont toutes très différentes. Certaines vivent la ménopause vraiment comme une délivrance. C'est bon, j'ai plus à me prendre la tête avec la contraception, j'ai plus de règles. Enfin, je vais pouvoir vivre, débarrassée de ces contraintes parce que c'est aussi des contraintes et d'autres comme toi qui voient ça vraiment comme un passage, peut-être un petit peu plus, négatif avec la perte de la possibilité, de la maternité et l'impression de rentrer un peu dans un tunnel. Perle, je voulais te poser la question. Elsa nous raconte donc son entrée dans la ménopause. C'était une entrée assez brutale avec des symptômes neurologiques et ophtalmo et le lien avec l'arrêt du fonctionnement des ovaires était pas facile Brouillard à faire. cognitif. Toi, dans ta pharmacie, tu reçois toute la journée, des hommes et des femmes en périménopause et en ménopause qui te parlent et est-ce que tu sens qu'elles sont un petit peu perdues, qu'elles se demandent ce qui se passe? Comment tu gères ça? ouais, complètement et surtout à la pharmacie, pharmacie Aprium au comptoir, on est une équipe qui est à 90 féminine. Mmh. On a cœur à les écouter, à leur donner la parole, de les soulager, de leur trouver des solutions pour qu'elles vivent mieux ce passage. Après, il y a un top 3 quand même de symptômes qu'on retrouve assez, régulièrement. Les bouffées de chaleur, Mmh. ça Mmh. reste un des symptômes, Ouais, les plus plus courants facile et à identifier. le plus facile à identifier, ouais. Les troubles du sommeil également. Les sauts d'humeur. L'humeur qui varie avec une Mais anxiété qui s'installe, soit on est énervé, on ne sait pas pourquoi, des crises de larmes qui arrivent. Ouais. mais Ouais, moi, j'étais Hulk, hein. ouais. Mais pour revenir à la pharmacie, c'est très, très important parce que quand je suis sortie de chez ma gynéco, la première chose que j'ai fait, c'est aller à la pharmacie et dans ma pharmacie, il y a une chaise et je parle à ma pharmacienne, je lui dis: «Mais je peux plus faire d'enfants, ça y est, je suis dans un autre monde, c'est foutu, ça y est, je suis vieille» et elle m'a dit: «Bon, allez, Asseyez-vous. asseyez-vous, Elsa, ça va aller». On va faire un petit sas de décompression et ça a été très important ce moment-là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les pharmaciens parce que c'est vrai que c'est un moment où, ben, c'est eux qui nous filent les médocs, c'est eux, on les voit tout le temps, on les voit finalement beaucoup plus que nos Mmh. médecins. Donc si on n'a pas un bon rapport avec son pharmacien, C'est c'est vrai, compliqué. c'est vrai. Alors que la configuration de la pharmacie, ça doit être compliqué aussi d'organiser parce que c'est des discussions qui sont quand même assez intimes, Absolument. avec un comptoir entre toi et la cliente. Ouais. Déjà pour elle, se confier, avec des gens qui font la queue derrière Ouais, et te absolument. parler de ses Après on symptômes, enfin, j'imagine qu'elle va pas aborder
le sujet des douleurs pendant les rapports et de la sécheresse vaginale d'emblée, Oui, même si elle en souffre. ouais, alors heureusement que certaines le font Mm. parce que c'est important d'en parler ouvertement et de ne pas en avoir honte parce que c'est un symptôme qui est naturel et qui est là. Donc heureusement qu'elle nous en parle et aussi je rejoins Elsa, ce que tu disais, il y a une sorte d'errance médicale qui s'installe et parfois Mm. heureusement que les pharmaciens Mhm. ont un accès plus facile. Errance médicale et puis difficulté d'accès en consultation. On sait comme les femmes ont du mal à prendre rendez-vous pour leur suivi Bien sûr, il La gynécologique. faut gynéco, attendre. La ouais. pharmacie, la porte, elle est toujours ouverte. Tu Ouais, rentres Absolument. et tu discutes avec Ouais. ton pharmacien ou ta pharmacienne avec beaucoup plus de facilité. On Et sait qu'il y puis, a quelqu'un toujours disponible, absolument. alors qu'on sait que l'accès au cabinet, Mais oui. Et puis je pense il est aussi plus compliqué. Hein. elle redoute ça, c'est-à-dire que pour elle, le fait de prendre rendez-vous chez son Mm. gynéco, c'est mettre un mot sur ce qui se passe et puis elle c'est vrai. préfère passer la porte de la pharmacie, en parler, C'est plus une discussion ouverte entre copines presque ouais, et aller dans la et bonne il y direction a moins ce côté, après. il y a moins ce côté médical. Ouais. Tout à Absolument. fait. L'autre difficulté aussi, c'est le tabou autour de la ménopause. Parce que là j'ai l'image dans la pharmacie, les gens, ils arrivent au comptoir, ils vont te parler sans aucun problème de leur toux, est-ce qu'elle est grasse ou est-ce qu'elle est Absolument. sèche, de leur brûlure mictionnelle parce qu'il y a une suspicion d'infection urinaire, alors qu'on a l'impression qu'il faut chuchoter pour parler de la dépression qui s'installe au moment de la ménopause, de la sécheresse vaginale. Évidemment qu'il faut en parler. Moi, j'ai jamais eu honte d'en parler, en revanche. Mais toutes les amies autour de moi qui étaient ménopausées, elles me disaient non, mais non, mais non, mais. Et elles me faisaient croire, en gros, qu'elles ne ressentaient rien, elles étaient pas comme moi. Quand moi, je disais, mais attends, on est en pleine ménopause, c'est horrible. Parce qu'elles ont l'impression de perdre leur féminité Ouais, au il y avait moment. quelque chose comme ça. Et du coup, moi, eh ben, j'arrivais dans la pharmacie, je disais, bon, bah alors, je suis en pleine ménopause, là, c'est l'enfer. Je faisais exprès de parler Aidez-moi. fort. J'en parlais, j'ai eu une conversation un jour avec un taxi où je disais, écoutez, j'ai chaud, là, je suis en pleine ménopause. Et le monsieur m'a dit, écoutez, vous voulez pas m'expliquer parce que je crois que ma femme aussi, elle a ça. Et finalement, je me suis rendu compte que plus on en parlait, et ben, plus créer de l'interaction, ça faisait du bien à tout le Mais monde. Mais absolument, oui, parce parce qu'on a que tous une mère qui est en train de subir la vivre ça, ouais. ménopause. Les maris ont peut-être une femme, une Souvent, oui, compagne oui. qui est en train de vivre ça. Donc, Alors plus c'est on sûr que en le fait d'en parle. parler, le fait d'informer les femmes sur cette période et de leur dire qu'elles ne sont pas toutes seules, ça les aide beaucoup et ça leur permet de mettre des mots sur les mots qu'elles Mhm. vivent au quotidien. Et alors ça ne rend pas les choses forcément beaucoup plus faciles, ça ne fait pas disparaître les symptômes et les problèmes qu'elles ont au quotidien, mais ça leur permet au moins de mieux comprendre ce qui se passe, de Ah mieux oui. l'appréhender et de chercher des solutions avec la personne qui les suit. Juste pour revenir un petit peu sur le diagnostic de ménopause, je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas besoin de faire de prise de sang. Et c'est vrai que c'est une demande qu'on a souvent dans nos cabinets. Je veux faire une prise de sang pour savoir quand Oui. je vais être Moi, ménopausée c'est la ou première si chose que j'ai je suis demandé. ménopausée. Et c'est vrai que quand on dit aux femmes, il n'y a pas besoin de faire de bilan, on saura que vous êtes ménopausée quand vous n'aurez pas eu vos règles pendant un an, elles ont l'impression qu'on les laisse un petit peu tomber et c'est pas facile. Donc il faut bien expliquer ça. Il y a quand même un bilan hormonal qui existe pour savoir si une femme est ménopausée ou non, mais ça, on va le faire dans des cas particuliers. Par exemple, les femmes qui ont subi une hystérectomie parce qu'elles avaient des fibromes ou de l'adénomiose, elles n'ont plus l'info règle. Donc là, dans ce cas-là, la prise de sang peut être intéressante pour savoir quand la ménopause s'installe et prendre éventuellement des mesures comme le traitement hormonal de la ménopause, ou alors quand la ménopause arrive trop tôt. Il y a des femmes qui ont ce qu'on appelle une ménopause précoce, Ouais. une insuffisance ovarienne prématurée, c'est quand la ménopause s'installe avant 40 ans. Et là, comme ce n'est pas tout à fait normal, c'est important de faire un bilan hormonal pour confirmer ce diagnostic et pour mettre en place des traitements, parce que plus la ménopause s'installe tôt, plus les conséquences peuvent être embêtantes pour la santé des femmes. Il y a un truc dont on parle encore moins que la ménopause, c'est la périménopause, qu'on appelle aussi préménopause. Et moi, c'est vrai, quand j'écoute mes patientes dans mon cabinet, je ne sais pas si vous avez un peu le même vécu, Elsa, ou la même perception, Perle, par rapport aux femmes que tu vois dans ton officine. C'est cette période on-off, avec ces variations hormonales, cette instabilité hormonale qui va durer parfois pendant des années. Hein. Ça peut commencer à 40 ans, la périménopause, avec des troubles du cycle qui s'installent et d'autres types de symptômes. Et c'est vrai que les femmes souvent se disent: «Qu'est-ce qui m'arrive?» Et quand on les voit en consultation et qu'on leur dit: «Bah, je pense que c'est la périménopause», si elles ont 40, 42 ans, elles ne sont Elles pas tombent, prêtes ouais, elles tombent de leur siège. à entendre ça. Mais toi, Elsa, la périménopause, d'après ce que tu nous dis, toi, ça a plutôt été ménopause directe. Mais moi, Tu j'ai n'as même pas fait a l'impression, posteriori le... Perle, help! Non, mais moi, j'ai l'impression, en fait, que ma ménopause, c'est comme une périménopause. J'ai exactement les mêmes symptômes que peuvent raconter les femmes qui sont en périménopause. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir 14 ans, sans je les pleure règles. tout le temps. Oui, et sans les règles. Alors, je pleure plus. J'ai eu une année, hein, 2023, j'ai pleuré non-stop.
C'est-à-dire même mes filles me disaient: «Mais maman, mais n'importe quoi!» Je dis: Mmh. «Non!» Mais ça se déclenchait tout seul, je ne comprenais pas qui j'étais. Je n'étais plus moi-même. J'étais quelqu'un d'autre. Je me disais: «Mais» je m'énervais pour un rien, je hurlais. Je n'ai jamais hurlé sur mes enfants. Je me mettais à hurler pour un rien. 2024, ça se calme, mais ce qui s'installe, c'est tout d'un coup ce côté, comme si j'étais une adolescente. C'est, «Qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce que je vais devenir?» J'ai vraiment eu ça. Aujourd'hui, c'est encore j'ai la sensation qu'il y a encore une nouvelle étape. Je sais un peu plus vers où je vais. Vers l'acceptation? Ouais, je vais vers l'acceptation. Comme j'ai été de très mauvaise humeur pendant quelques années, qu'il y a eu des troubles de l'humeur comme ça importantes, ça m'a aussi permis d'apprendre à dire non. Donc c'est quand même très positif. Ça, c'est le côté très positif, c'est Tu as tout d'un réfléchi à coup tout ça et tu ouais as et puis appréhendé les choses différemment. oui, c'est de se dire aussi, bon, ben, c'est d'avoir tout d'un coup plus de caractère, c'est de mieux se connaître aussi. Donc aujourd'hui, ben, je sais plus dire non, je sais prendre soin de moi, parce que ça a été une période où si on prend pas soin de soi, on est mal, hein. Mais je trouve que le parallèle avec l'adolescence, il est intéressant et même, médicalement, hormonalement, parce que la périménopause, ces années avant la ménopause, ces vagues hormonales, il y a souvent une carence en progestérone qui s'installe, en fait, alors qu'une fois que la ménopause est installée, c'est plutôt la carence en oestrogène Ouais. qui entraîne toutes ces conséquences et en fait, hormonalement, ça ressemble beaucoup à une adolescente de 15-16 ans. Donc moi, souvent mes patientes dans mon cabinet qui ont 45 ans et qui sont en pleine périménopause qui pleurent pour un rien, qui sont Mmh. très angoissées, qui Moi, comprennent pas bien ce qui leur moi. arrive Mmh. et qui, lorsqu'elles ont encore leurs règles, ont leurs règles qui font, n'importe quoi, qui s'arrêtent, qui redémarrent. C'est vraiment une période on-off, quoi. Les ovaires se mettent en route, on a ses règles, on a mal au sein, on a des troubles de l'humeur et puis tout d'un coup, bouf, les règles s'arrêtent pendant 3 mois et là, on commence à avoir des bouffées de chaleur. Donc c'est vraiment une période de transition. Vraiment, on retrouve le top 3 des symptômes, de la ménopause, c'est les bouffées de chaleur. Tu me diras si je me trompe. Mmh. Ouais. Les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil et les Mmh. sauts d'humeur. C'est vraiment un symptôme, qui est en plus facile à identifier et qu'on retrouve, chez beaucoup de femmes. Donc nous, on est là, à la pharmacie Aprium pour vraiment mettre le doigt dessus et les soulager un maximum. Donc ça peut être très souvent, c'est à base de plantes Mmh. et c'est très satisfaisant pour elles parce que c'est vraiment un premier pas vers une prise en charge. Elles retrouvent un confort. Alors parfois c'est suffisant, parfois non, mais au moins ça leur permet de pouvoir soulager certains maux. Ça va être quoi? C'est des compléments alimentaires? Genre, C'est c'est des du com magnésium, c'est Ouais, c'est des la compléments vitamine, c'est quoi? alimentaires, donc ça peut être, donc certaines plantes, on va retrouver l'aubépine, la passiflore, donc ça, c'est vraiment pour les troubles du sommeil. Mmh. L'anxiété aussi, ça va permettre de se relaxer. On peut retrouver aussi dans les compléments alimentaires des acides aminés essentiels qui vont agir sur, le dérèglement hormonal. On peut retrouver par exemple de l'huile d'onagre, Mmh. Olivier, qui fonctionne très bien sur, pareil, ce dérèglement hormonal et aussi qui est un bon réhydratant global, donc pour tout ce qui est sécheresse, ça peut être oculaire, ça peut et surtout vaginal. Et notamment pour les femmes qui prennent pas de traitement hormonal, de la ménopause, cette supplémentation en vitamine D, elle est super importante. Primordial. Et moi, j'ai un peu mon listing de questions en consultation, ménopause où, il y a pas une patiente qui repart, sans une ordonnance de vitamine D et de traitement de la sécheresse vaginale. Parce que là, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est tu parles du top 3 des symptômes, au comptoir. Dans ta pharmacie, on en parlait tout à l'heure, c'est pas un cabinet médical, il y a du monde Mmh. autour. Les femmes ont parfois du mal à exprimer leurs ressentis et moi, je suis convaincu que le top 1 de la femme ménopausée, au-delà des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil et des troubles de l'humeur et de l'anxiété, c'est vraiment la sécheresse vaginale. Ah Ouais. oui, c'est vrai? Et les femmes n'en parlent pas Mmh. spontanément en consultation et moi je leur pose la question systématiquement en consultation et 9 fois sur 10: «Ah oui, c'est vrai, je peux plus avoir de rapport à cause de ma sécheresse vaginale». Ouais, absolument. Alors je te crois sur parole que c'est ton top 1. C'est juste que au comptoir, c'est un peu plus Bien sûr. difficile d'en discuter. Alors heureusement, les patientes nous en parlent et tant mieux et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire pour améliorer ça. Alors déjà, faut en parler à son conjoint, tout simplement. C'est une chose, Mmh. faut pas avoir honte d'en parler et puis après de façon plus pratique, des lubrifiants, des ovules qui vont permettre de réhydrater les muqueuses. Alors ça, c'est important de faire la distinction entre le lubrifiant et l'ovule ou le gel Mmh. qui est là pour hydrater les muqueuses. C'est-à-dire que le lubrifiant, c'est très bien pour le rapport, Ouais, donc ça se passe bien, mais à côté de ça, le reste, c'est un traitement de c'est un fond. traitement de fond. C'est-à-dire que rapport ou par rapport, il faut le faire. Ouais. Il faut le faire tôt
Parce qu'une fois que la sécheresse vaginale est installée, notamment chez les femmes qui ne prennent pas de traitement malade de la ménopause, c'est vachement dur de revenir en arrière et de récupérer un vagin bien hydraté, bien élastique, agréable et confortable pour les rapports. Il ne faut pas attendre que la sécheresse soit installée S'installe. parce que sinon on court après. Parce qu'il n'y a pas que la sécheresse, il y a aussi la rétraction des parois du vagin. Ça devient super sensible. Et au-delà de l'inconfort pendant les rapports, il y a aussi le retentissement sur la vessie. Dans les symptômes de la ménopause, il y a les symptômes urinaires, envie urgente et fréquente de faire pipi. Moi, tout le temps. C'est un grand Là, classique. par exemple, pendant que je vous parle. Ça arrive, pas toujours, hein. Toi, c'est pas ton cas puisque tu es pas gêné par la sécheresse vaginale, mais Mmh. ça arrive que, cette instabilité vésicale, ces envies furieuses de la vessie de se contracter et de se vider et d'envoyer au cerveau: «Va vite faire pipi, sinon je me vide», c'est aussi parfois lié à la sécheresse vaginale parce que la vessie et le vagin, c'est 2 organes qui sont collés. La vessie, elle est collée au vagin et à la partie antérieure de l'utérus, la partie basse de l'utérus. Donc quand le vagin est sec et rétracté, la vessie au-dessus, elle aime pas du tout. Est-ce que les femmes ménopausées que tu vois, dans ta pharmacie, te parlent de leurs soucis urinaires? Elles nous en parlent, mais c'est vrai qu'elles n'arrivent pas forcément à À faire faire le le lien? lien. Autant elles arrivent un peu plus à faire le lien pour tout ce qui est sécheresse Mmh. vaginale, mais les problèmes urinaires, elles n'arrivent pas à faire le lien. Elles arrivent pas à faire le lien. Il y a une autre question aussi qui est hyper taboue. On sort un peu de la ménopause, mais c'est souvent pendant cette période-là, malheureusement, que les femmes sont plus touchées. C'est les fuites urinaires à l'effort Ah bah oui. et c'est les descentes d'organes. Ah non, S'il y a quelle bien un horreur. truc dont on parle pas, c'est les prolapsus et les Mmh. descentes d'organes. Oh non, mais là, moi, Est-ce ça me qu'il fait est peur, trop tard carrément. pour remuscler son périnée Alors, en il est jamais périménopause? trop tard pour remuscler son périnée, Oui, parce que moi, je suis en train de le muscler, mon périnée, pendant que je te À parle l'instant? aussi. Donc il n'est mais jamais trop tard. il est jamais trop tard pour remuscler son périnée. La rééducation du périnée, c'est très bien lorsqu'une femme a des douleurs au niveau du périnée, commence à avoir des petites fuites urinaires ou sent qu'il y a une espèce de relâchement inconfortable. Donc c'est vrai que la rééducation du périnée, retonifier ses muscles du plancher pelvien et les muscles Et les abdominaux aussi abdos. d'ailleurs, parce qu'il faut Mmh. faire les 2. Ça permet d'améliorer la qualité de vie et de traiter les fuites urinaires débutantes. En revanche, quand il y a une vraie descente d'organes et que le col de l'utérus ou la vessie ou le rectum parfois sortent par le vagin, parce que c'est ça une descente d'organes, hein, Mmh. faire de la rééducation, on ne fait pas remonter les organes. Ah oui? Là, il faut passer à d'autres options un peu plus, D'accord. chirurgicales. Tu nous disais que cette ménopause, c'était un passage avec, la fertilité qui s'arrête, il y a plus de projet de bébé possible, donc c'est difficile, mais il y a aussi des femmes qui sont en préménopause et qui veulent surtout pas être enceintes, pour qui ça pourrait être un problème, donc ils continuent à avoir une contraception. On va prescrire des pilules particulières à base de microprogestatifs en continu qui vont bien permettre, en plus du rôle contraceptif, de limiter les effets de la périménopause. On utilise aussi des stérilés, des dispositifs intra-utérins au lévonorgestrel, c'est de la progestérone, qui va avoir une action locale sur l'utérus et ça peut être intéressant, pas pour tout le monde, mais pour certaines femmes qui ont des règles hémorragiques et douloureuses. Ça augmente au moment de la périménopause, souvent. Il y a cette fameuse maladie qui est l'adénomiose qui se manifeste Ah beaucoup à oui. partir de cet âge-là. Donc, c'est vrai que ça va accentuer ces problèmes de règles et de règles hémorragiques prolongées et douloureuses. Donc, les stérilés hormonaux peuvent être intéressants pour passer cette période de manière plus facile. Donc, tout ça, c'est des traitements un peu plus médicaux, la progestérone, les pilules microprogestatives, les dispositifs intra-utérins ou les monorgestrel qui vont permettre de mieux traverser cette période, en plus de tout ce dont tu nous as parlé. Alors, on va attaquer le traitement hormonal de la ménopause quand même, qui est le sujet, dont on parle de plus en plus. Ce traitement hormonal, il a pris cher. Est-ce que vous saviez qu'en 2000, près de 40 des femmes françaises ménopausées prenaient un traitement hormonal de la ménopause? Non. C'était quelque chose de très, classique, qu'on Mmh. prescrivait et qui faisait beaucoup de bien aux femmes. Et en 2020, on est tombé à 6. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les 2? C'est à cause des Américaines. Ah ceux-là? En ce Encore? moment. Ah mais non! Donc en 2020, ils ont sorti, il y a une grosse étude américaine qui est sortie, mais avec les traitements hormonaux, qui étaient utilisés aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Et cette étude a fait peur à tout le monde parce qu'elle a montré une augmentation franche du risque de maladies cardiovasculaires, accident vasculaire cérébral, phlébite, embolie pulmonaire et une augmentation du risque de cancer du sein. Donc patatras, l'étude a été arrêtée tellement le surrisque a été démontré, en cours d'étude. Donc ils ont arrêté l'étude. Tout le monde a flippé, normal, tout le monde a eu peur. Donc les femmes ont eu peur des hormones et ont tout arrêté leur traitement de la ménopause et les médecins ont arrêté d'en prescrire puisque c'était criminel de prescrire un traitement hormonal de la ménopause. Et puis après, il y a d'autres études qui sont sorties qui ont démontré que le traitement hormonal tel qu'il est prescrit par les médecins français à base d'oestrogène naturel et à base de progestérone bioidentique par voie orale
n'avait pas ces risques, n'augmentait pas le risque de cancer du sein et avait tendance plutôt à protéger le système cardiovasculaire des femmes, tout en améliorant leur qualité de vie, en traitant une grande majorité des symptômes dont on a parlé tout à l'heure. Donc vraiment, Et ça, on le dit pas, hein. Il y a ce encore traitement hormonal de la beaucoup, ménopause, il y a du boulot à faire. Alors bien évidemment, comme tous les médicaments, parce que ce sont des médicaments, même si c'est naturel, il y a quand même des principes actifs à l'intérieur. Et moi, je dis toujours qu'à partir du moment où il y a des effets désirables, il y a forcément des effets indésirables et des mmh. risques dont il faut tenir compte. Il faut interroger les femmes pour bien connaître leur parcours médical. Et je suis sûr que c'est aussi ce que Mmh. tu fais beaucoup à la pharmacie, hein, parce qu'il n'y a pas 15 000 questions à poser pour savoir si on peut proposer un traitement hormonal à une femme. Donc on doit vérifier ça, ça doit être sous suivi, médical, régulier pour réévaluer la tolérance et l'efficacité de ce traitement. On doit bien sûr faire un bilan avant, un bilan biologique, un bilan métabolique. L'entrée dans la ménopause, c'est le moment où on fait le point, sur le cœur, où on fait le point sur le cholestérol, on fait le point sur la glycémie, où on fait le point sur les os avec une radio qu'on prescrit souvent qui est une ostéodensitométrie pour Mmh. voir s'il y a une fragilité osseuse qui est en train de s'installer, le bilan cardiologique et à partir de tout ça et de l'interrogatoire précis de la femme, on va décider avec elle, parce que c'est un choix qui doit être partagé, il n'est pas question de l'imposer, si on va lui prescrire ou non le traitement hormonal. Elsa, je crois que toi, tu prends ce traitement hormonal de la Ah non, mais ménopause, moi, j'ai pas donné le choix à ma gynéco. tu es C'est-à-dire moi, je suis rentrée, tu as arrivée, j'ai dit: dit: «Le Je veux le traitement, «Prescrivez-le moi». tout de suite. Je sors pas de C'est ce pas quelque chose cabinet». qui t'a fait peur? Non, mais non, pas du tout, parce que j'avais bien compris, j'avais relu, des études et j'avais bien compris que les études avaient changé et qu'aujourd'hui, on peut tout à fait prendre le traitement. En revanche, c'est vrai qu'il y a très peu de gynécologues qui quand même le prescrivent. Il y a très peu, enfin moi j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui quand même sont restées sur cette, idée que c'est quand même encore dangereux. Enfin, il y a vraiment, c'est comme la ménopause et il faut en parler. Il faut vraiment plus en parler pour que les femmes se rendent compte qu'elles peuvent avoir une vie meilleure sous traitement. Personnellement, je dis pas que tout s'est amélioré. Tu as senti un changement rapide J'ai senti un changement rapide. Il a fallu quand même, plusieurs mois pour, que je comprenne si c'était de pour petits adapter psy la dose? ouais, voilà, pour adapter la dose, c'est ça. Puis puisque c'est alors on faut quand même l'expliquer, donc Oui, on a il y a 2 hormones. voilà, c'est ça. Il y a, une hormone qu'on prend par voie percutanée, c'est-à-dire Voilà, à travers la qu'on peau. frotte. Très souvent, nous, on prescrit des gels. La dose de base, c'est 2 pressions pour celui qu'on utilise le plus à travers la peau, une fois par jour. Donc ça, c'est les œstrogènes naturels qui vont corriger la majorité des symptômes de la ménopause et qui vont prévenir les risques de certaines maladies comme l'ostéoporose et diminuer le risque cardiovasculaire. Donc vraiment, la molécule essentielle, c'est l'œstrogène. Et pour les femmes qui ont toujours leur utérus, c'est-à-dire la majorité des femmes, hein, qui n'ont pas subi d'hystérectomie, heureusement, il va falloir prendre aussi de la progestérone, mais ça, Voilà, c'est ce c'est que je sous forme prends. d'un comprimé quotidien aussi pour protéger l'utérus. Parce que si vous prenez uniquement le gel d'oestrogène, ces oestrogènes, ils vont avoir un impact notamment sur l'utérus, ça peut provoquer des saignements, ça va faire pousser l'endomètre, la muqueuse à l'intérieur de l'utérus et c'est pour ça qu'on dit aux femmes de prendre aussi de la De progestérone prendre les pour 2. protéger l'utérus, pour éviter qu'il y ait un impact des oestrogènes sur l'utérus. Donc cette prise quotidienne, le plus souvent on prescrit les 2 en continu. Peut-être que toi tu vois des prescriptions différentes arriver sur les c'est des habitudes, hein. Les médecins, tu vas nous le dire, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à le prescrire en continu parce qu'il y a certaines femmes Mouais. qui ont envie d'avoir leurs règles. Ça, moi, j'avoue que c'est un truc que je ne comprends pas très bien, mais certaines femmes pour qui c'est important de continuer à avoir leurs règles, même quand elles sont ménopausées. Donc, il y a des schémas où les femmes peuvent continuer à avoir leurs règles, mais c'est vrai que nous, on a tendance à prescrire des schémas continus pour éviter les risques de saignement et pour avoir une efficacité maximale. Toi, Perle, par rapport au traitement hormonal de la ménopause, est-ce que tu ressens de la part des femmes qui viennent te voir une envie de pouvoir bénéficier de ce traitement pour se sentir mieux et mieux vivre leur ménopause? Ou au contraire, est-ce que tu sens qu'il y a encore une crainte, des peurs par rapport à ce traitement hormonal? Parce qu'on sait que c'est un petit peu ambivalent quand même. Ouais, absolument. Alors, nous, quand elles viennent au comptoir avec une première prescription Ouais. de traitement hormonal, il y a une forme de soulagement parce qu'elles savent que ça va, quand même agir sur leurs symptômes et il y a quand même 9 cas sur 10, elles nous posent quand même la question: «Mais» Surtout au début. ouais, 1re prescription, elle nous pose la question quand même: «Mais est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que» donc nous, on est là pour les rassurer, c'est notre rôle et lors des renouvellements, on le voit, l'impact est tel sur leur qualité de vie qui augmente la crainte disparaît Mmh. et puis et on les incite à avoir le meilleur suivi possible, ne rien laisser au hasard, faire les dépistages, faire Il y a des règles à respecter voilà quand même, qui et sont importantes. c'est un vrai soulagement pour elles. Puis il y a une chose à respecter. Moi, quand j'ai commencé à prendre le traitement, j'avais l'impression que c'était une potion magique, ça allait tout changer.
et que du coup, moi, j'avais plus Oui, il ne faut rien pas non d'autre plus à vendre faire. trop de rêves. Ouais. Non, mais voilà, parce que finalement, aujourd'hui, après 1 an de traitement, je me rends bien compte que et je n'aime pas du tout dire ça parce que je déteste les injonctions, mais je me rends bien compte que quand même, ben, dès que et malgré le traitement alors, grâce au traitement, j'ai plus du tout de bouffées de chaleur. J'ai vraiment je ne pleure plus tout le temps. J'ai vraiment des sauts d'humeur, j'ai toujours des up and down un peu, mais ça, c'est fréquent Mmh. depuis ma naissance, donc ça n'a pas, tout va bien. Mais ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est quand même si j'ai pas une vraie bonne hygiène de vie, c'est-à-dire si je vais pas au sport, si je bouffe trop de sucre d'un coup, si je dors pas assez et ben, malgré le traitement, je vais me réveiller, je vais avoir des bouffées de chaleur, je vais, tout de suite avoir des doutes, comme j'avais avant. C'est immédiat, c'est-à-dire c'est comme si on n'avait pas le choix de se tenir à une rigueur de Mmh. vie et ça, je trouve ça très injuste. Ça t'énerve? Ça pas ça m'énerve, je trouve ça Ouais. injuste parce que la vie, elle est pas faite de rigueur, elle est faite aussi d'accidents, de joie, Non, donc c'est vrai que c c'est des injonctions qui sont pénibles à entendre. Bon, en vrai, c'est important toute la vie, tu vois? Les règles que tu rappelles de bien dormir, de oui, pas manger n'importe quoi, de faire une activité physique régulière, c'est des règles qu'on doit oui, tous mais j'ai s'appliquer, l'impression les femmes que comme les hommes, pour, traverser les différentes, périodes de la vie du mmh, mieux possible et si possible, vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que c'est un peu plus au moment de la périménopause et de la ménopause. Les femmes ont pas envie d'entendre ça. Non, parce qu'elles ont envie d'un lâcher prise Elles ont envie à de oui, ce lâcher moment-là. prise. Elles se mais disent oui, que ça va peut-être être l'occasion de se sentir un petit Ouais. peu plus libre et on leur rebalance, il faut faire plus de sport, il faut alors faut faire moi le plus de mmh, sport, faut manger moins. Je vous explique pas le truc. Tu fais plus de sport, tu manges moins, tu dors plus. Oui, OK, mais au-delà des traitements, hormonaux et autres, de la ménopause, il y a quand même, des règles de vie, qui sont bien connues aujourd'hui et qui permettent d'améliorer beaucoup de choses. Par exemple, on parle beaucoup du sport. Je sais que c'est une injonction que mmh mh. toi qui te plaît pas trop, Elsa? Non, moi, je suis très sportive, donc c'est pas que ça me plaît pas trop, c'est juste que il y a pas longtemps, j'ai fait une émission pour Allez-Jauze, mon podcast, Mmh. avec Anne Guéquière, par exemple, qui a créé le podcast, Métamorphose Mmh. et elle m'expliquait que, il suffit de prendre 500 grammes et pour que tout d'un coup, tout change et je comprenais pas ce qu'elle me racontait, parce que je me disais: «Mais qu'est-ce de Ça se quoi?» joue à rien. et en fait, finalement, c'est vrai que ça se joue à rien. Il suffit d'un verre d'alcool, il suffit de manger un peu plus de sucre, il suffit de pas être allé au sport ce jour-là. Il suffit de pas grand-chose pour que tout le Mmh. métabolisme se remette en branle et qu'on ait, des doutes sur soi, qu'on gonfle. Moi, j'ai des rétentions d'eau spectaculaires avec rien. Donc je me dis: «C'est pas possible». C'est ça qui est un peu injuste. Ouais, c'est une rigueur au C'est quotidien une rigueur au à quotidien, avoir. en Bah, ce qui vrai, est encore pour plus aller injuste, bien. c'est qu'il y a pas de femmes pareilles et qu'il y en a qui Non, peuvent se permettre, un peu tout et il se passe je rien leur parle plus. et d'autres, comme tu dis, au moindre excès qui vont, le payer, parfois cher. Donc c'est vrai que les règles classiques pour toute la vie, mais encore plus pendant cette période, c'est l'activité physique. On a des modes de vie, beaucoup trop sédentaires, on le sait, donc il faut faire du sport régulièrement. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va se mettre à faire du crossfit ou aller préparer un marathon, mais c'est important d'avoir une activité physique régulière. Le sommeil, on en parle de plus en plus et c'est une bonne chose. On se rend compte que C'est le vrai. fait de ne pas assez dormir, ça a un impact sur la santé et encore plus Sur le moral, pendant cette période la de santé la mentale. ménopause, Mmh. en exacerbant tous les symptômes quand on manque, de sommeil. L'alimentation, une alimentation, équilibrée et variée et privilégier le fait maison aux préparations industrielles. C'est un peu des poncifs, on le dit tout le temps, mais c'est encore plus Non, important mais à c'est une ce moment-là. réalité. Et puis attention, encore plus attention, tu parlais du petit verre de trop qui fait que tu vas mal dormir et que le lendemain, tu vas te sentir, encore moins bien pendant cette période de la ménopause. Mais c'est vrai que l'alcool est quand même, encore plus impactant à cette Et la période-là cigarette. et la cigarette, ouais, le tabac on sait que c'est un moment particulier sur le plan de la santé cardiovasculaire, la ménopause et si on rajoute, ce risque-là, les conséquences, elles peuvent être vraiment, difficiles, à supporter sur le plan de la santé. Donc vraiment, Faites l'amour. faites l'amour, Non, vraiment, faites l'amour, en fait. faites l'amour, faites du sport, dormez. Tabac et alcool, danger, maximal pendant ce moment-là. Je pensais à l'alimentation, Perle.
Ouais, C'est-à-dire que ces règles de vie, elles sont parfois difficiles à suivre et ouais, c'est important de se faire aider absolument. et notamment pour l'alimentation. Toi, tu es amené à donner des conseils, diététiques? Oui, absolument. Dans toutes les pharmacies, Aprium, on est, vraiment, formés à tout ce qui est accompagnement, Nutrition? nutrition, la délivrance de compléments alimentaires pour justement aider ça. Parce que c'est difficile de se dire: «Au moindre écart, je vais le payer cher». Ouais. C'est injuste aussi. Donc nous, on est là pour aider, alors avec des ruses, on parle par exemple des repas trop sucrés où, les conséquences, Mmh. elles Terrible. sont terribles. Donc et heureusement il existe des choses. Il y a, Moi, j'ai un tips, hein, sinon. le chrome. Alors, il y a le chrome chez Ouais. vous, vachement, et puis manger des protéines. Moi, je suis très, très gourmande Mmh. et ma pharmacienne m'avait dit: «Mais mange plus de protéines», et c'est vrai que maintenant que je mange vraiment plus de protéines, bon, animales, moi, je Mmh. suis pas végétarienne, et ben, ça me coupe l'envie du sucre Mmh. avec le chrome aussi, Ouais. beaucoup. Faut faire Non, du quoi? muscle, faut faire du muscle. Faut Non, faire non, du muscle? Quoi? Oui, je il rigolais quand tu soupire! disais: Il «Moi, soupire! je rigolais parce que tu dis: «Je suis pas végétarienne» et à aucun moment je me suis dit que tu étais végétarienne. Heu, Perle, tu avais une anecdote, perso à nous Ouais, raconter sur, des choses qui s'organisent autour de la ouais, ménopause et qui peuvent être absolument. Tu sympas. fais la fête, Alors, Perle? pas moi, pas encore, mais je compte bien m'y mettre quand ça arrivera. Hem, j'ai une, grande sœur, donc qui a 46 ans et qui, voilà, commence, en tout cas, elle ou ses amis, À rentrer dans cette période. à rentrer, en périménopause. Et pour Célébrer? mimer un Mmh. peu les fêtes de baby shower Ah oui. que qu'on fait, elle a, une de ses amies qui a organisé une ménopause party. Et donc voilà, pour célébrer, en fait, Ce ce moment? moment. Donc comment ça se passe une ménopause party? Faut amener un Heu bilan pour prouver qu'on est ménopausé ou pas? Non, tout le monde était invité, donc il y a pas de discrimination là-dessus. Au niveau du buffet, donc c'est, des choses, des aliments avec Plein d'œstrogènes. des phytoestrogènes. Donc on connaît le houmous, Le les soja, ignames, le soja, par exemple. Et puis au milieu du buffet, il y avait, alors c'était extraordinaire, un panier garni avec tous les restes de serviettes hygiéniques, de tampons. ah, ils ont fait un grand feu de joie. Voilà, et qu'elle, distribuait à la volée à toutes ses copines qui n'en sont pas encore là. Ah, c'est Et drôle. voilà, vraiment pour célébrer ce Remarquez le coup. moment, Donc Ah, c'est pour juste moi marquer le aussi, coup. je vais être une invitée, fête, c'est une fête Vachement. à l'installation de la ménopause ou c'est quelque chose qui se reproduit régulièrement pour, Non, non, c'était une fête, voilà, comme pour une baby shower, on fête ça, c'est un step dans une vie. avec une vision positive de ce Et moment-là? exactement, on Bon, devrait Mais c'est toutes une le bonne faire. idée, ouais, ouais, c'est une moi très ça me bonne donne idée. des idées. Je vais organiser On ça se en refile les boîte. bonnes adresses et les bonnes molécules. C'est la meilleure place, où il faut être, parce qu'elles étaient là dans une salle où il y a une vingtaine ou une trentaine de femmes qui vivent toutes la même chose. Mmh. Du coup, elles Et s'échangent, elles se sentent elles bien. s'échangent exactement. Et moi j'ai tel symptôme et moi j'ai ça et oh toi aussi. Et c'est comme ça Qu'elles se sentent qu'on moins seules. comprend, Ouais. ouais. Bien sûr. J'ai une femme en consultation la semaine dernière qui rentre en ménopause là, hyper sportive. Et elle me dit: «Mais, moi je peux pas faire plus de sport. Je suis déjà Au Au max. je suis déjà au Moi max du aussi, je sport, suis je suis très hyper sportive. sportive, je vois mon corps qui change» parce qu'on a parlé de la prise de poids, mais aussi la modification de la silhouette. Il y a un mot qui est horrible, c'est la surcharge pondérale androïde. C'est-à-dire que les femmes commencent à ressembler à leur mec avec Un petit ventre. le petit ventre, voilà. Et il y a pas forcément une prise de poids, mais il y a souvent une modification de la répartition des graisses et Et c'était ce qu'elle supportait pas cette femme. Elle me dit: «Mais moi, je fais déjà du sport 5 fois par semaine, j'ai toujours fait du sport 5 fois par semaine, je peux pas augmenter la dose» et en fait, on a rigolé ensemble parce qu'on s'est rendu compte que pour les femmes qui faisaient jamais de sport, c'est plus facile de s'y mettre bah un petit oui. peu au moment de la périménopause ou de la ménopause et c'était plus facile d'augmenter la dose que les femmes qui étaient au taquet du sport toute leur vie. On leur dit: «Il va falloir en faire encore un petit peu plus pour Mmh. vous sentir Tu bien» entends, si tu fais pas et de sport, c'est tu as un encore levier de plus plus. difficile. Non, parce que moi, je suis très sportive et en fait, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'en plus, on est perdu un peu à ce niveau-là parce qu'on te dit: «Alors non, à 50 ans, bah, il faut faire plus de pilates parce que ça va allonger, puis il faut Mmh. faire du yoga, ça va étirer, mais en même temps, il faut faire du cardio, en même temps, il faut ne pas perdre sa masse musculaire». Bah, tu passes ta vie, dans des cours, on n'a pas le temps. Ouais. Donc c'est Bon aussi après, pas pas non plus facile. tomber dans les extrêmes. Ce qui compte, c'est comme pour Prendre soin l'alimentation, de hein. soi. C'est-à-dire qu'on peut se faire un petit peu plaisir, de temps en Mmh. temps. Il faut pas que ce soit la débauche totale, permanente et c'est vrai que, à 45, mais je te rassure, hein, c'est vrai aussi pour les mecs, à 45 ans,
Quand on a une soirée un petit peu, difficile, où on se couche un petit peu tard et qu'il faut, se lever le matin et s'occuper des enfants ou aller bosser, c'est aussi beaucoup plus difficile qu'à 25, hein. Eh ben, tant C'est mieux. pareil, je te rassure. Mais malgré ça, je trouve, moi je l'ai vécu avec, ma mère qui a toujours eu une très bonne hygiène de vie et qui l'a conservée et qui a, littéralement subi sa ménopause Mmh. et qui malgré tous les efforts qu'elle pouvait faire, sa silhouette change dans le Mais miroir ouais. et qu'est-ce qu'on fait? Donc le bon conseil, c'est peut-être de ne pas faire trop de sport avant, en Bien fait, sûr. pour Non, pouvoir parce qu'il y a la repartir. peau qui change aussi. Moi, j'ai la C'est tout, Ouais. c'est les peau qui cheveux, change, c'est la mais peau, oui. c'est le corps, Bah, ouais. Pour on en mange la pour même en chose et on prend 3 fois plus, Ouais. Mmh. c'est Non, c'est dur. Mais pour en venir au traitement hormonal de la ménopause, je pense que c'est important, nous les médecins, d'avoir un discours équilibré. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire aux femmes, ménopausées ou qui approchent de la ménopause, «Il faut absolument prendre le traitement hormonal de la ménopause». Il y a beaucoup de femmes qui en ont pas besoin, qui, n'en ont pas envie. Il n'est pas question de forcer la main, aux femmes. Notre boulot, c'est un boulot d'information, c'est-à-dire de rassurer en disant qu'aujourd'hui, la balance bénéfice-risque, on parle souvent de la balance bénéfice-risque, nous, elle est en faveur de ce traitement hormonal de la ménopause. C'est-à-dire que les avantages que les femmes vont pouvoir avoir dans leur quotidien et la prévention des maladies cardiovasculaires et de l'ostéoporose, ça a été démontré et que ces avantages sont supérieurs aux risques parce qu'on sait aujourd'hui qu'un traitement hormonal, substitutif, un traitement hormonal de la ménopause, prescrit aux bonnes patientes au bon moment de leur vie ne va pas augmenter significativement leur risque de cancer du sein ni leur risque cardiovasculaire. Mais il y a des règles à respecter. Ces règles à respecter en consultation, à nous, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication. Bien sûr, une femme qui a eu un cancer du sein, on ne va pas pouvoir lui prescrire un traitement hormonal parce qu'on va augmenter son risque de récidive de cancer du sein. Donc, ce sera terminé pour elle, les hormones. Une femme qui a vraiment un système cardiovasculaire malade, qui a fait un infarctus du myocarde, qui a eu un accident vasculaire cérébral ou qui a eu une embolie pulmonaire, on ne va pas avoir envie de lui prescrire un traitement hormonal de la ménopause. Il va falloir essayer de chercher avec elle d'autres options qui seront peut-être moins satisfaisantes pour elle. Mais il n'est pas question d'augmenter son risque vital, en prescrivant, des hormones. Donc il faut qu'on fasse très attention à ça. L'autre info importante, c'est que ce traitement hormonal de la ménopause, il est le plus intéressant et à moindre risque quand on le prescrit au début de la ménopause, c'est-à-dire les 10 premières années. Et c'était un des problèmes de l'étude américaine dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'eux, ils filaient le traitement hormonal de la ménopause à des femmes de 65 ans qui avaient des facteurs de risque cardiovasculaires, alors qu'on sait que Ah le oui. plus intéressant, c'est entre 50 et 60 ans et c'est à ce moment-là qu'on minimise vraiment les risques. Et l'autre chose, c'est la dose qu'on va donner aux patientes. C'est la dose minimale efficace. Tu parlais de tes cas de pression tout à l'heure, Ouais. où tu disais: «Moi, il me faut mes cas de pression, sinon Ouais. je sens que c'est un petit peu, limite». Il y a des femmes, elles vont prendre une pression par jour ou 2 pressions, un jour sur 2. Il faut vraiment adapter pour amener la patiente à la dose minimale efficace. J'ai une question, Oui. à tous les 2, mais combien de temps on prend le traitement, en fait? Combien de temps? Parce que là, donc ça fait 1 an que je le prends. Je vais le prendre à vie? Comment ça se passe? la théorie, c'est on n'excède pas 5 ans de traitement, mais encore une fois, c'est la théorie. Il faut vraiment, le réévaluer tous les ans et le but étant de l'arrêter dès qu'on peut. Alors, on est beaucoup moins, strict. Les choses changent. Cette règle des 5 ans, elle évolue en ce Ouais. moment. Et c'est vrai que, moi, quand j'ai commencé mon activité, dans mon cabinet, c'était cette règle-là, c'était 5 ans, et quand la patiente venait au bout de 5 ans de traitement hormonal de la ménopause, elle ressortait forcément sans ses hormones et elle était très malheureuse. Aujourd'hui, maintenant, il a été démontré qu'on pouvait le prescrire au-delà de 5 ans sans augmenter particulièrement le risque. Donc on peut le prendre pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce qui compte, c'est ce que tu disais, c'est le suivi. C'est de réévaluer régulièrement la nécessité de poursuivre le traitement et sa tolérance. C'est vraiment les 2 choses qui sont importantes pour nous et qui sont importantes pour la femme. C'est est-ce qu'elle a toujours besoin de ce traitement? Et est-ce que ce traitement, elle le supporte toujours bien? Est-ce qu'il est toujours sans risque pour elle? Par exemple, il faut faire régulièrement des mammographies et se faire examiner la Mmh. poitrine régulièrement. Quand une femme vient dans mon cabinet qui est sous traitement hormonal et me dit: «Ah, depuis là» parce qu'il y a aussi des signes de surdosage et de mauvaise tolérance, on n'en parle jamais. Mais Quand on c'est parle quoi du alors? traitement C'est hormonal de quoi la ces ménopause, on signes? parle des risques et on parle des bénéfices, mais on parle jamais des effets indésirables du quotidien parce qu'il y en a, c'est des hormones, un peu comme la pilule qui peut, chez certaines femmes, provoquer des migraines, des saignements irréguliers ou de l'acné. Et ben, le D'accord. traitement hormonal de la ménopause, même si c'est des hormones bioidentiques naturelles, il y a quand même des effets indésirables possibles. Par exemple, quand il y a un surdosage en œstrogènes, c'est-à-dire si la femme met un petit peu trop Mmh. de gel, De sur gel? son bras, elle peut avoir mal au sein, elle peut avoir des migraines, elle peut avoir, une sensation un petit peu une rétention un peu d'eau, des choses comme ça. Donc ça, c'est les symptômes
On doit poser les questions en OK. consultation et dire aux femmes, bah, si vous avez des migraines ou si vous avez mal au sein, bah, il faut peut-être diminuer un petit peu la dose de gel. À l'inverse, une femme qui vient et qui dit: «Eh bah, moi, j'ai toujours des bouffées de chaleur, j'ouvre ma fenêtre toutes les nuits, mon mari, en peut plus», peut-être augmenter un petit peu la dose parce que, 2 doses pour vous, c'est pas bon, il faut peut-être passer à 3 doses ou à 4 doses, par exemple. Il faut adapter cette dose. Donc si on fait du suivi régulier pour s'assurer qu'il y a pas de nouveaux facteurs de risque, par exemple, le tabac, une femme qui fume pas, qui commence son traitement hormonal et qui 2 ans après, fume un paquet par jour, faut se poser un petit peu la question de Ouais. poursuivre ou pas le traitement, mais si c'est pas une contre-indication absolue. Donc ça doit être réévalué régulièrement. Avant, on parlait de fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on disait à une femme: «Arrêtez votre traitement, tenez bon, si vraiment ça va pas, on redémarrera le traitement». Aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire ces tests, tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 5 ans. Mais c'est vrai que quand on sent que la patiente en a un peu marre de prendre son traitement, ça fait 10 ans qu'elle le prend, elle se demande si c'est toujours nécessaire, je me demande si c'est toujours nécessaire. Là, on va lui proposer de faire une petite pause et de voir comment ça se passe. Moi, en général, je leur fais quand même l'ordonnance pour pas qu'elle galère si jamais ça va pas et qu'elle ait besoin de reprendre ce traitement. Si elle l'arrête et que tout se passe bien, c'est terminé. Et puis, si les troubles du sommeil, si les bouffées de chaleur recommencent comme avant, ben, on le reprend. On est moins Ouais. dogmatique. J'avais une question que j'ai pas posée tout à l'heure, mais puisqu'on a parlé d'errance médicale, comment on fait pour qu'il y ait plus cette errance médicale? Parce que, par exemple, toi, tu es très au fait des choses, mais pourtant, les médecins ne sont pas très, très, formés, je discutais Mmh. avec Anna Roy qui est sage-femme et elle disait: «On a eu une formation, d'1 jour, même pas, sur la ménopause». Donc finalement, vous n'êtes pas très formés. 2 remarques à la question que tu poses. La première, parce que je vais oublier, c'est sur les sages-femmes. Oui, Aujourd'hui, les sages-femmes font du suivi gynécologique et on a besoin qu'elles fassent du suivi gynécologique. Nous, les gynécologues, parce qu'on n'est pas assez nombreux et qu'on ne peut pas accueillir tout le monde dans nos cabinets, et vous, les femmes, pour trouver, quelqu'un de compétent pour assurer votre suivi gynécologique. En plus, je trouve qu'elles ont un regard un peu différent du nôtre, qui est hyper intéressant et qui peut mieux correspondre à certaines femmes que d'aller voir, un gynécologue un peu plus, d'accord. classique. Le problème, c'est qu'on leur dit de faire du suivi gynécologique et du suivi des femmes ménopausées, mais elles ont pas le droit de prescrire le traitement hormonal de la Ouais. ménopause. À titre personnel, moi, je trouve ça complètement débile parce qu'elles prescrivent la pilule. Grosso modo, c'est les mêmes effets indésirables, les mêmes contre-indications, le même suivi que, pour une femme qui a besoin de prendre un traitement hormonal de la ménopause. Donc vraiment, il serait temps que ça change, si vous m'entendez. Mmh. Donc donc ça, je milite pour ça. L'autre question que tu me posais, c'était l'errance médicale. Le problème, c'est que les gynécologues, on est un peu sous l'eau, on n'est pas très nombreux, les consultations sont pleines, donc on fait un peu ce qu'on peut, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on est en général souvent spécialisé dans un domaine. C'est-à-dire que la gynécologie obstétrique, c'est une spécialité qui est super vague. Alors il y a quelques gynécologues qui s'intéressent à la ménopause, aux problèmes hormonaux, à la puberté, à la périménopause, à toutes ces périodes de la vie qui sont très particulières de la vie d'une femme, qui sont formées pour et qui savent répondre aux questions que se posent les femmes et leur prescrire les bons traitements. Mais il y a des gynécologues qui font, que du cancer du sein, qui opèrent des cancers du sein et qui suivent des femmes qui sont atteintes de cette maladie ou qui les surveillent après. La ménopause, c'est pas trop le rayon. Il y en a d'autres qui sont spécialisés en diagnostic anténatal, c'est-à-dire dans les pathologies, dans les grossesses à risque et dans les pathologies spécifiques de la grossesse, qui font de l'échographie toute la journée. Bien sûr, la ménopause, c'est un petit peu loin, de ce qu'ils ont appris. Donc c'est vrai que, il faut se maintenir à niveau, c'est difficile et c'est pas quelque chose qui était très expliqué à la fac, qui À était la fac, oui, ouais, oui, c'est ça. on était un petit peu c'était pas le plus gros module, hein, la ménopause, hein. Donc oui, il y a une errance médicale. On se rend compte que les médecins ne sont pas forcément formés à l'accueil des femmes ménopausées, à leur prise en charge. Toi, Perle, en tant que pharmacienne, est-ce que tu sais s'il y a des formations spécifiques pour les pharmaciens et les pharmaciennes qui ont envie de mieux prendre en charge les femmes qui viennent dans leur officine et qui ont ce genre de soucis? Oui, Comment ça se passe chez Ouais. Aprium? ouais, C'est ça qu'on veut absolument. savoir. Absolument. En fait, c'est sous forme de e-learning. Concrètement, on a une plateforme, où il y a tous les sujets, Ouais. de formation et donc on choisit donc c'est à notre demande et on choisit de se former, sur tel et tel sujet. Donc nous, à la pharmacie Aprium, notre équipe, elle est formée sur beaucoup de choses. Mmh. On a aussi de la visite médicale qui se fait à l'officine, ce qui nous permet à nous, au comptoir, une prise en charge et une orientation qui est meilleure. Visite médicale, c'est des médecins qui viennent Absolument, de dans ta temps pharmacie ouais. pour vous donner des infos sur un sujet spécifique
ou qui viennent, régulièrement pour discuter avec vous, pour que vous leur posiez les questions qui vous, intéressent? Bah, nous, concrètement, à la pharmacie, on est très proche des donc on est une pharmacie de ville, on Ouais, est très proche des praticiens qui sont à côté, d'accord. donc à n'importe quel moment, on leur pose des questions, Ils sont on dispo? ils sont disponibles. Ah, c'est OK. formidable. Ouais, c'est un Bon vrai ça, c'est plus. top qu'il y ait Ouais, cet échange entre les cabinets médicaux et la pharmacie du ouais, c'est un quartier vrai pour, plus. quand tu as une question sur une ordonnance, quand le médecin, c'est rare, mais ça arrive, se trompe de dosage ou écrit comme un cochon sur son ordonnance. Parfois, tu l'appelles pour Absolument. avoir, ceci étant dit, moi, ce qui me sauve maintenant, c'est mon logiciel médical. Tout est tapé, j'ai juste à signer et ça, c'est quand même pas mal aussi Mais ça nous sauve pour aussi, toi. hein. Alors, on va sortir un petit peu du côté médical. Au-delà des symptômes, physiques dont on a beaucoup parlé, qu'est-ce que ça change dans la tête d'une femme, ce passage, cette entrée, dans la ménopause? Est-ce que, Elsa, tu veux nous parler un petit peu du rapport au désir d'enfant qui n'existe plus? Comment tu as vécu ce Alors, moment-là? Comment mmh tu t'imaginais la ménopause? Est-ce que pour toi, ça a été une entrée dans un monde, forcément, déprimant et horrible? Ou est-ce qu'il y avait des choses qui te donnaient envie dans ce moment? voilà, il y a plein de questions dans ta Ouais, question. ouais, Alors exprès. d'abord, il y avait pas je m'imaginais rien sur la ménopause puisque je savais même pas ce que c'était. Tu Donc t'étais jamais posé la je me question? suis jamais posé la question. Mmh. Bah, donc ça, c'est là où je dis que c'est un peu honteux de ma part quand même de ne pas m'être, intéressée à mon propre corps et à ce qui allait m'arriver. Mais vraiment, je savais même pas ce que c'était. Ensuite, c'est vrai que quand tout d'un coup, ben, j'ai compris que je ferais plus d'enfants, j'ai un peu passé plein de dimanches à aller me balader dans les parcs en regardant En tous les jeunes regardant. couples et en voyant tous les bébés en disant: «Mais c'est horrible!» Voilà, ça a été un peu comme ça. J'ai traversé plusieurs étapes. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis dans une étape de cette femme de 51 ans qui a un traitement, qui a 2 enfants, encore à la maison, qui est célibataire, qui a donc une vie sexuelle plus ou moins épanouie parce que c'est pas finalement, en vrai pas si simple quand on a notre âge en tant que femme, de trouver des hommes aujourd'hui, parce que ou ils sont en couple ou ils trompent leur femme la plupart ou Mmh. alors mais c'est vrai, parce qu'avec les applis, on se retrouve à bon, on se retrouve face à des histoires un peu étranges, donc il faut faire attention à soi. Et il y a aussi autre chose, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes de 50 ans ne se protègent plus. Mmh. Parce qu'en fait, elles se disent: «Bon, bah, voilà, je vais plus tomber enceinte», donc il y a plus de protection. Donc en fait, il y a une recrudescence, effectivement, des maladies vénériennes Ouais, ou autres, parce que finalement, on couche sans se protéger. en prenant des C risques. Ouais, en Ça prenant touche des pas que, risques. nos adolescents et les jeunes adultes. Ouais, Il y a ça aussi, cette population particulière des cinquantenaires, parce que c'est pareil aussi pour les hommes bien sûr, qui font moins gaffe, qui vivent une sexualité parfois un peu, exacerbée et multiple et sans se protéger, ce qui peut poser des soucis et une, augmentation des infections sexuellement transmissibles. Nous vous le on le voit voyez? au cabinet, mais ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure sur, le fait que les femmes ménopausées vont se faire moins suivre. Après un moment où tu Ouais, te fais c'est moins ça. suivre, où tu Moi, fais je me moins fais moins ouais. attention, ou voilà, parce qu'on se dit qu'il y a moins de conséquences, c'est moins grave, ou on se dit à tort que la personne ou les personnes qu'on a en face de nous, sont plus safe. En fait, c'est pas du tout vrai. Il faut faire, aussi voire plus attention. Alors la ménopause, c'est pas que du négatif, hein, c'est important Oui, c'est ça, parce que c'est ce que d'avoir un je voulais discours rajouter. équilibré. Ouais. Ouais, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est vrai que quand on a passé plusieurs épreuves, tout à l'heure, tu as dit un mot, c'est en parlant de ta maman, et tu disais, elle subit sa ménopause. Moi aussi, j'ai subi ma ménopause. Je crois que quand tout d'un coup, on commence à la prendre en main, on commence à comprendre, à identifier quels sont les soucis et comment on peut les résoudre. Tout d'un coup, il y a une forme de puissance quand même qui intervient, Mmh. où tout d'un coup, on se dit j'ai de l'expérience, je suis une femme épanouie, j'ai vécu beaucoup de choses et il me reste encore beaucoup d'années à vivre. Donc il y a tout d'un coup un équilibre, une grande force. C'est pas pour rien Ouais. que l'anthropologue Margaret Mead a dit cette phrase qu'il y a rien de plus puissant qu'une femme ménopausée. Et c'est vrai qu'on ressent une certaine forme de puissance, loin de toute injonction où on se dit on va y arriver, Moi, on j'aurais va s'en rajouté à cette sortir. phrase, peut-être pas au début ou Non, alors, pas au début. le début va être un peu difficile Non, parce c'est que difficile. c'est un message important à passer Oui, aussi, c'est-à-dire que le plus difficile, c'est le début. C'est cette période de transition, c'est la périménopause et c'est le début de la ménopause. C'est-à-dire le moment où les choses changent, où il y a une instabilité hormonale, où c'est mouvant et où, et tu le décris très bien, une femme ne sait plus où elle en est, quoi.
perd ses repères. Et c'est cette perte de repères et cette période de transition qui sont difficiles à vivre. Après, une fois que les choses sont stabilité, à mon avis, c'est plus là où la femme va plutôt ressentir cette forme de puissance, comme tu dis, Mais qui va l'aider. c'est pas que c'est stabilisé parce que moi, j'ai des grands encore je me pose des questions comme une ado, j'ai des grands gouffres, je suis prise de d'anxiété, enfin, j'ai Ah non, mais encore la plein de choses stabilisation, comme ça peut ça. prendre 10 ans, hein. Ouais, ouais. Mais ce qui est nouveau, c'est que finalement, ces crises d'anxiété, ces questionnements, je commence à les aimer. En fait, je m'entoure d'amour et ça, c'est très nouveau. C'est-à-dire tout d'un coup, ben, tous ces mots, je les enveloppe de tendresse. Je me dis: «Bon, ben, écoute, allez, on forme une équipe, on va y aller ensemble, on Tu va le la vois de manière traverser plus ensemble positive cette vie». et puis tu es moins Oui, surprise. ouais. Tu te connais. Mais peut-être aussi parce que c'est vrai que j'ai parle beaucoup avec ma pharmacienne. Je crois que plus avec ma pharmacienne qu'avec ma Tu veux lui faire une petite gynécologue. dédicace? On va lui faire une petite dédicace Voilà, comment Joy! Joy. J'adore. Non, non, c'est important. Bah, Mais non, mais c'est vrai je vais venir vous voir maintenant. avec plaisir. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément à la maison, on n'a pas forcément une oreille pour écouter tout ce qui se passe dans ton fort intérieur. Mmh. C'est-à-dire, les femmes en périménopause, elles ont des enfants qui sont peut-être adolescents et c'est Oui, tu leur en parles pas. voilà et c'est clairement pas, Enfin, moi, je leur en le parle, elles en public. peuvent Elles plus, en hein. peuvent plus. Ouais. Ah «Arrête non, mais maman». moi, elles en peuvent, elles disent: «Ah, la ménopause, c'est bon». Alors je les ai complètement vaccinées, les pauvres, ça va être une catastrophe. Mais c'est important d'avoir quelqu'un à qui parler. Le Ouais, La pharmacien, la pharmacienne. pharmacienne ouais. est là aussi pour ça. D'ailleurs, je vais te poser la question, est-ce que tu as des femmes qui viennent te voir dans ta pharmacie et qui, te disent, «Enfin, je suis ménopausée», qui regardent le rayon, des protections hygiéniques et qui rigolent maintenant en le voyant ou qui ont plus besoin de venir chercher, leur, pilule en catastrophe, parce que, elles ont paumé l'ordonnance ou, viennent te supplier, voilà. Est-ce que tu as des femmes comme ça qui sont contentes d'être ménopausées et qui te disent: «Enfin»? Ouais, il y en a quand même qui ont, une forme de soulagement, surtout les femmes qui ont énormément souffert de leurs De règles leurs et des règles. syndromes, Mmh, mmh. prémenstruels. Donc là, il y a vraiment une forme de soulagement et puis je pense qu'elles ont, pour certaines, tout de suite accepté, le diagnostic. Alors peut-être parce que par chance, elles n'ont pas, non plus énormément de symptômes ou alors c'est Mmh. pas trop invalidant Ou alors pour elles avaient elles. tellement de symptômes avant que Peut-être. la balance, Absolument, mais est en tout plutôt cas, elles sont à favorable. un stade Mmh. où, elles se sentent bien dans leur basket et c'est une forme de libération pour elles. Elles sont mieux. Voilà, Elles donc se ça, c'est sentent je trouve que c'est important elles se sentent de le mieux et dire aussi elles, que ouais. et tu as parlé du syndrome prémenstruel, parce qu'on parle toujours des règles qui peuvent être bien sûr, pénibles, longues, douloureuses, hémorragiques. Mais le syndrome prémenstruel, il y a des femmes qui en souffrent beaucoup et il y a un lien hormonal avec la période de la périménopause. La périménopause, dont on parlait tout à l'heure, c'est une période on-off avec des variations hormonales. En gros, c'est un syndrome prémenstruel en continu. Oui, c'est ça. C'est exactement ça et quand, on écoute les femmes en parler, leurs symptômes, au quotidien, on a vraiment l'impression qu'elles sont dans le syndrome prémenstruel, Mmh. en continu et que c'est super dur. Mais c'est vraiment important de rappeler que pour certaines femmes, la ménopause, c'est quand même un moment de libération qui leur Ouais, permet On va passer de plein souffler. d'étapes, mais ça Hein, va être un bien moment absolument. de sûr. libération. Ouais, Plus de liberté, plus besoin de prendre de contraception, pour certaines, pas pour ouais. toutes. Le Les parcours enfants sont est grands, elles sont ouais. parties, donc Le parcours est très différent. Il y a autant de parcours que de femmes, mais heureusement pour beaucoup d'entre elles, elles ne font pas que la subir. Il y a aussi tout ce questionnement derrière qui fait beaucoup de bien une fois qu'on l'accepte et d'autres femmes qui ont un peu plus de mal et qui se disent et qui ont l'impression on n'en finit jamais. C'est-à-dire on jeune fille, on a nos règles et puis après il y a mmh les mh. grossesses et puis maintenant en Ah bah, périménopause moi, je le vois dès que je fais un post sur et la vie de la femme, hormonale dans les commentaires, c'est, à quel moment, voilà, à on quel moment on est souffle? tranquille, quoi. Mmh, À quel moment on est tranquille. Donc rappelons ce côté parfois positif, cette libération, mais surtout rappelons que nous, les professionnels de santé, à partir du moment où on va écouter, ce que nous disent, les femmes ou les patientes, dans nos cabinets, pouvoir répondre à leurs questions et leur apporter des solutions parce qu'il existe des solutions, bah, là, on va tout mettre en œuvre, pour que cette période se passe, le mieux non seulement possible. le moins mal possible, mais parfois très bien. Donc, Mais tu sais, sur ce que tu disais, il y a la philosophe Camille Fradvo-Métry qui dit qu'en fait, Camille qui? Camille Fradvo-Métry, Je ne connais pas. ouais, bah, je t'offrirai un Faut que je le livre. lise un peu plus, ouais. Mais oui, et qui dit que c'est une révolution génitale féministe qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, on a parlé des règles, on a parlé du postpartum sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est temps de parler de la ménopause. Et c'est maintenant, il est temps d'éclater tous ces tabous.
Et quand on aura enfin réussi à pouvoir vraiment adapter, parler de tout ça et évoquer tous ces soucis-là, la femme pourra enfin s'épanouir avec l'homme à ses côtés. Évidemment, on n'est pas du Mmh. tout contre. La santé de la femme, moi, j'en suis convaincu, c'est mon métier, mais c'est beaucoup plus complexe que la santé de l'homme et ça a été beaucoup moins étudié et beaucoup moins pris en Ben oui, compte. Mais même dans sur les maladies cardiovasculaires, Dans tout, enfin. dans tout. Sur les règles, sur les maladies cardiovasculaires, même le cancer du sein dont on parle beaucoup, il y a quand même beaucoup de choses, à faire. Les maladies comme l'endométriose, qui ont pas été bien prises en compte et qui explosent aujourd'hui. Mmh. Donc dans tous les aspects, moi nous, on a une vie qui est beaucoup plus linéaire sur le plan hormonal. C'est vrai que l'andropause, ça existe, mais c'est quelque chose qui va s'installer beaucoup plus progressivement et beaucoup plus tardivement. Il y aura pas toutes les conséquences que traversent les femmes. On n'a pas ces variations hormonales, on n'a pas les grossesses. On n'a pas, l'arrêt de l'allaitement, on n'a pas la nécessité de prendre une contraception, on ne subit pas tous les traitements, quand il y a un problème de fertilité dans un couple. Qui c'est qui se tape, les stimulations, hormonales, les Mmh. ponctions ovocytaires et le transfert de l'embryon? C'est pas l'homme. On n'a pas cette ménopause qui s'installe avec, tous ces symptômes qui peuvent, vous pourrir la vie, donc c'est beaucoup plus calme Non, puis vous avez et surtout quelque chose, pardon, je te coupe la parole, mmh mais vous avez le fait que quand vous avez des tempes grisonnantes, on vous trouve jolie et quand Mmh. nous, on a des cheveux blancs, on nous trouve vieille et ouais. ça, c'est quand même très important. Ou vous, vous trouvez vieille. Écoute, si toi alors c'est joli ce que tu viens de dire, c'est joli ce que tu Mais viens c'est de aussi à dire. travers l'image et C'est ce que vous vrai, lisez dans le regard des gens qui vous entourent. bien Mais sûr. en tout cas, ça change et cette ménopause, plus on informe les femmes et mieux on les prend en charge, plus on peut en faire une période de vie qui est belle et qui peut être belle et tant mieux parce qu'elle Parce que ça dure est 40 longue. ans. Mmh, Exactement. mmh. Alors, est-ce que vous avez, pour conclure, des conseils? Imagine, moi j'arrive, Ouais. je te dis: «OK, je suis au bout de ma vie, j'arrête pas de pleurer, je sais plus quoi faire, je sais plus où j'en suis». Tout va bien se passer. Non, c'est important de le dire. C'est une étape qui est difficile, mais on va y arriver. Et comme tu le disais, Elsa, tout à l'heure, et j'ai adoré, c'est maintenant, tu as l'impression que toi et tes symptômes, on est une équipe et on va y arriver ensemble. Il faut être à l'écoute de son corps qui change et l'accepter. Je pense Et oser que en parler et oser et et poser oser les en questions parler. sans tabou. Et toi, Elsa, est-ce que tu aurais Déjà, on un va mettre un pouf pour Elsa voilà. dès demain. Moi, je dirais simplement en parler, c'est déjà s'en libérer, Mmh. déjà et ensuite s'aimer. Mmh. S'aimer malgré tout. C'est vraiment une période, moi ai eu du mal à m'aimer toute ma vie, c'est une période qui a été difficile, mais qui m'a appris à m'aimer parce que j'avais pas d'autre choix. Parce que sinon, Un peu forcé, mais tu l'as fait. oui, Ouais. oui, mais parce que tout d'un coup, il faut vraiment prendre soin de soi et je sais que, c'est difficile. Tout le monde les femmes qui ont plein d'enfants, qui courent dans tous les sens, qui sont dans le RER, qui ont eu 1 heure de transport, enfin, on leur dit: «Prenez soin de vous». Elles nous disent: «Mais comment?» Donc je Mmh. sais bien que c'est facile à dire, mais c'est vrai que c'est un moment où vraiment il va falloir, se prendre en main parce qu'on n'a pas le choix. Et moi, avec mon œil un petit peu plus médical, ce que j'ai envie de dire, aux femmes qui arrivent dans cette période de la ménopause et qui consultent, leur professionnel de santé, qui fait leur suivi gynécologique, c'est vraiment d'oser en parler, de dire, ce qu'elles vivent, dans leur quotidien, que ce soit sur le plan, sexuel, sur le plan, psychologique, sur le plan professionnel, de dire vraiment tout ce qui les embête dans leur quotidien, de balancer la liste des symptômes à la personne qui les suit pour, avoir des réponses à leurs questions et pour avoir des solutions à leurs problèmes. Parce qu'il y a des solutions et nous, de notre côté, on doit informer les femmes, on doit les rassurer, on doit les accompagner et on doit leur prescrire les traitements auxquels elles ont droit pour bien vivre leur ménopause et ça me paraît super important. Voilà, nous arrivons à la fin de notre épisode. Je suis un petit peu Non, ça triste allait là, hein. trop vite, mais oui, Merci à vous 2. Merci Olivier. merci. On a réussi à rendre ce sujet de la ménopause, sympa et j'espère parfois, un peu léger. Et puis j'espère qu'on a donné, de quoi, vraiment rendre les femmes, plus à l'aise et prêtes à en découdre. Merci beaucoup Perlin. Merci C'est l'occasion de Olivier. rappeler que le pharmacien, il est là pour vous guider, vous conseiller, vous Absolument. orienter vers le bon professionnel de santé parce Sans que parfois tabou. c'est un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, le pharmacien peut vous parler de tous les sujets médicaux et même au-delà et vous guider dans votre prise en charge et c'est très important, on vous demande de plus en plus de choses. Vous pouvez retrouver Vous d'abord en version vidéo sur la chaîne YouTube d'Aprium ou en audio sur toutes les plateformes. Merci à Aprium d'avoir rendu ce podcast possible. C'était vraiment un moment très agréable et très sympa et je vous donne rendez-vous avec grand plaisir pour un prochain épisode. À bientôt.